C'est probablement le pire scénario qui pouvait advenir pour les électeurs français. À quelques jours du second tour de la présidentielle, le choix se portera donc sur Marine Le Pen ou Emmanuel Macron pour déterminer qui sera le prochain chef d'État français. 5 ans après, c'est encore et toujours le même scénario qui semble se répéter. L'extrême droite se qualifie face à un candidat libéral, représentant du système, avec comme grand absent la gauche, et en particulier la gauche populaire. Et pourtant, tout semblait indiquer le contraire. La candidature enthousiaste de Jean-Luc Mélenchon, au nom de l'Union populaire, avait sur le papier toutes les chances de se qualifier, en particulier dans la dernière ligne droite qui a précédé le premier tour. Mais c'est à un cheveu du Front National, avec seulement 1% de différence de voix, que Mélenchon, et avec lui l'ensemble de la gauche, aura perdu une fois encore ses chances de victoire, plongeant toute une partie des classes populaires dans un sentiment de désenchantement politique. Que s'est-il passé? Quelles sont les causes et les responsabilités de cette défaite? Que faire au second tour de l'élection présidentielle? Pour en discuter avec nous, nous recevons aujourd'hui Ouria Boutelja. Bienvenue sur Mizan TV, Ouria. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, vous êtes l'une des figures de proue de la militance décoloniale en France. Vous avez été la cofondatrice et la porte-parole du Parti des indigènes de la République, que vous avez quitté entre-temps. Vous êtes également l'auteur du livre « Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire » aux éditions La Fabrique. Avec nous également dans cette émission, Marwan Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation, Marwan. Merci de l'invitation. Alors, vous êtes l'ancien directeur exécutif du collectif contre l'islamophobie en France, une organisation contrainte à la dissolution par l'actuel ministère de l'Intérieur. Vous avez également cofondé la plateforme Les Musulmans. Vous êtes aussi l'auteur de 2 ouvrages. On va citer Full Express aux éditions Sentinelle et Nous sommes aussi la nation chez La Découverte. Enfin, nous accueillons Adama Traoré. Bienvenue sur Mizan TV, Adama. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous avez cofondé le mouvement citoyen La Révolution est en marche en janvier 2017, puis la même année, le parti Démocratie représentative. Vous êtes une figure politique engagée, notamment sur le plan local à Aulnay-sous-Bois, ce qui ne vous a pas empêché de vous présenter comme tête de liste aux européennes en 2019, puis aux municipales en 2020. Alors, avant de parler du second tour de ces élections présidentielles, second tour qui se profile, un mot tout de même sur ce premier tour. Ouria Boutelja, vous qui avez soutenu à titre personnel, comme un certain nombre de militants, la candidature de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, quel regard vous portez sur ce premier tour? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous finalement? Alors, je l'ai soutenu autrement que personnellement, puisque le site d'expression auquel j'appartiens, le QG Décolonial, l'a soutenu officiellement. Donc, c'est déjà une voix plus collective que ma simple personne. Et donc, il y a donc peut-être un engagement un peu plus prononcé. Alors moi, mon sentiment, c'est que c'est le sentiment d'un énorme gâchis. J'ai le sentiment qu'on est passé à côté de l'histoire. Ça peut paraître comme ça grandiloquent, mais si on compare les élections qui ont précédé, et partons de celle de 2007, Sarkozy face à Ségolène Royal, 2007, 2012, Hollande face à Sarkozy, et 2017, Macron face à Hollande. Ces 3 derniers scrutins, pour moi, étaient indifférenciés. Je n'avais Macron face à Le Pen, vous voulez dire en 2017? Ah, pardon, face à Le Pen, oui, tout à fait. Face à Le Pen, oui, tout à fait, excusez-moi. Donc, pour moi, il n'y avait pas de grands enjeux concernant ces 3 différents scrutins, parce que pour moi, à quelque chose près, les candidats étaient à peu près les mêmes, sauf peut-être Le Pen, mais on y reviendra. Là, on a passé un cap qualitatif dans le sens où, pour la première fois, vraiment pour la première fois depuis belle lurette, et je ne sais même pas si j'ai le souvenir d'une campagne qui s'est autant dirigée vers les quartiers populaires, vers l'immigration postcoloniale, qui a dit les choses aussi franchement
concernant l'islamophobie, concernant les violences policières, concernant l'État policier, concernant, on peut aller aussi regarder du côté des dom-toms, c'est-à-dire la condamnation claire et nette de la répression contre les Caribéens. Bref, pour une fois, on a eu le sentiment qu'on a eu un candidat qui a pris à bras le corps la question raciale, c'est-à-dire ce clivage qui brise les classes populaires en deux et qui est construite autour d'une séparation qui est le racisme. Et pour une fois, on a un candidat qui a osé. Et de ce point de vue-là, alors que je ne suis pas, et je le dis très clairement ici, je ne suis pas une militante de gauche et je ne suis pas une militante d'extrême gauche parce que je viens du mouvement décolonial et à ce titre, nous avons théorisé l'existence d'un champ politique blanc. Nous sommes, nous, en tant que décoloniaux, à l'extérieur de ce champ politique. C'est la raison pour laquelle je dis très clairement que ce n'est pas en tant que militante de gauche que je ne suis pas, que je soutiens, que nous soutenons un candidat comme Mélenchon. Nous le soutenons parce que, d'une certaine manière, il y a de nous en lui. Ce que je veux dire, c'est qu'il a su faire une synthèse de l'ébullition sociale des 5, 6, 7 dernières années et qu'en l'occurrence, il a pris en compte les gilets jaunes, ce qui est très bien. Il a pris en compte les grèves qui ont duré, les grèves des cheminots. Il a pris en compte le mouvement social. Il a pris en compte la colère sociale, mais en même temps, il a pris en compte deux autres colères qui nous tiennent à cœur, qui est la colère contre le racisme et l'islamophobie et la colère contre les violences policières. Et pourquoi il a pris en compte ces deux colères? C'est parce qu'en fait, ces colères ont été cristallisées autour de mouvements sociaux donc qui ont existé dans le terrain et qui ont fait évoluer la gauche, dont je dis qu'elle fait partie du champ politique blanc. À ce titre, quand on soutient Mélenchon, c'est nous-mêmes que l'on soutient. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas hésité à le soutenir parce qu'on reconnaissait une avancée et un progrès de nos questions à l'intérieur d'une campagne qui cherchait l'unité des classes populaires. Pour nous, c'était un pas. Alors attention, ce pas-là, ça n'est pas la révolution, ça n'est pas le mouvement décolonial, et on sait très bien que passé les élections, il aurait fallu à ce moment-là faire un pas de côté et retrouver l'autonomie des luttes de l'immigration. Ça, c'est une chose. Mais pour nous, c'était un cap stratégique et il fallait… Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, très bien, on a compris les raisons du soutien du QG décolonial dont vous faites partie à la candidature de Mélenchon. Mais pour vous, quel regard vous portez? Comment vous analysez cette défaite? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui est responsable finalement de cette bérésina du second tour auquel on va avoir le droit encore 5 ans après? Alors moi, je crois qu'il y a au cœur des classes populaires françaises une véritable résignation. Donc, en fait, il y a un électorat abstentionniste que Mélenchon n'a pas su capter. Et en particulier, on le voit dans la carte électorale de la France, on voit bien qu'il n'a pas réussi, peut-être et sûrement même, à parler, pour le coup, aux classes populaires blanches. C'est-à-dire ce qui peut être, ceux qui ont été représentés par, je dirais, grosso modo, les Gilets jaunes. Je pense qu'il n'a pas su capter à fond, il en a capté une partie, mais pas assez de cette classe qui est représentée par les Gilets jaunes. Je pense que là, il a manqué cet électorat, mais par ailleurs, il y a eu aussi des fautes et des erreurs stratégiques de la part d'une partie de la gauche française, en particulier le NPA. Le NPA, pour moi, a commis une erreur fatale en ne soutenant pas la candidature de Mélenchon. Et je pense qu'il porte une grande responsabilité. Ne parlons pas de la responsabilité du Parti communiste. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi à cause de la division qui existe dans ceux qui prétendent, en tout cas, ou qui veulent, pas qui prétendent, je pense pour le NPA, je pense que c'est sincère, qui veulent, qui sont en soutien et qui font une politique à l'endroit des classes populaires. Adama Traoré, voilà, vous aussi qui avez certainement suivi cette campagne à cœur sur le terrain, est-ce que vous portez le même regard Kouria Boutelja pour vous, est-ce que vous attribuez des responsabilités dans ce second tour, encore une fois, qui fait office de fatalité, qui était le pire scénario, je pense, pour beaucoup d'électeurs français? Quel est votre regard sur ce qui s'est passé?
Moi, je pense que la responsabilité, avant toute chose, elle est de nous, car depuis plus de 40 ans, on a eu des grands frères et des grandes sœurs qui ont œuvré afin de dénoncer tout le mal-être qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités. Pour preuve, moi, en 2017, je peux créer un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche, car il y a eu déjà des prémices sur le fait que dans nos quartiers et dans nos cités, on est stigmatisé, on est pointé du doigt, et à aucun moment, on nous a inculqué la chose politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on a la montée de l'extrême droite, si on a la montée de la droite identitaire, et si la gauche, aujourd'hui, elle est juste perdue, elle est juste éteinte, c'est que nous, jeunes de quartier, jeunes de cité, on n'a jamais su s'organiser en tant que Français à part entière et de se saisir de la chose politique. Ensuite, moi, je suis vraiment dans la lutte sociale, dans la lutte qui sort de tout clivage de couleurs, d'identité, etc. Car moi, je pars du principe que si aujourd'hui, on n'arrive pas à vraiment élever le débat politique, à comprendre comment fonctionne un État central, mais surtout quelles sont les fondations, l'essence et l'existence de la nation française, on ne pourra jamais, mais on ne pourra jamais protéger les nôtres. C'est pour cela que nous, on a créé une sphère d'influence qui s'appelle Banlieusards Attitude, qui a pour but de réunir toutes les forces vives qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités, afin de se représenter par nous et pour nous. Aujourd'hui, on a des personnes d'origine étrangère, des personnes de confession musulmane, des personnes qui ont vécu nos réalités, qui se disent être prêts à voter pour la droite identitaire. Et bien moi, c'est cela qui me fait vraiment peur. Cela prouve qu'on a une réelle méconnaissance de la dangerosité de la droite identitaire. Cela prouve qu'on a un grand... on ne connaît pas notre histoire, on ne sait pas comment nos parents ont un jour réfléchi à venir en France, et on a un devoir historique, comme elle a pu le dire l'intervenante. On a une obligation, c'est de s'organiser. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur des partis traditionnels. Et moi, je vais être cru. Moi, je n'ai pas soutenu Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai soutenu une personne proche de Jean-Luc Mélenchon qui a fait sa campagne et qui a réussi à me convaincre de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis décidé deux jours avant. Car moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, voter pour tes partis. Et pour finir, s'il vous plaît, n'oublions pas que la gauche a fait plus de tort au quartier que la droite. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, Marwan Mohamed, on a vu beaucoup de débats internes sur les réseaux sociaux avant le premier tour et aussi dans cet entre-deux tours, avec une opinion publique musulmane encore et toujours déchirée sur le fait de savoir si elle doit voter ou s'abstenir, que ce soit pour certains pour des raisons religieuses ou pour d'autres pour des raisons politiques. Et de l'autre côté, on a pu voir également des appels à voter Mélenchon, donc ça c'était avant le premier tour, ou des appels à voter tout court, hein, à se mobiliser de manière électorale. Et on a même vu des mosquées appeler à voter Macron, comme la Fédération musulmane de France, donc pour le second tour, ou la Grande Mosquée de Paris, qui a même invité Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, pour un iftar, alors qu'il y a encore peu de temps, ces organisations signaient une charte des principes interdisant strictement aux mosquées et organisations religieuses de faire de la politique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la première question que je voulais vous poser, Marwan Mohamed. Comment dire, cette ébullition de l'opinion publique musulmane, qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a une évolution, en fait, une prise de conscience au fur et à mesure politique. En fait, ce que Adama et Houria décrivaient à l'instant, au fur et à mesure, une meilleure compréhension, une meilleure implication, pas de naïveté, en fait, vis-à-vis du jeu politique et la capacité désormais à ne plus être dans une situation où, en fait, c'est un candidat qui se sert de nous pour atteindre un objectif, mais nous, collectivement, en tant qu'électeurs, qui avons la possibilité d'utiliser un candidat, ou d'utiliser une candidature, ou d'utiliser un bulletin de vote pour adresser un signal précis. Donc, dans le vote, par exemple, qui a été porté sur la candidature de Mélenchon, il y a plusieurs électorats et plusieurs raisons de voter. Mais pour ce qui est du vote de personnes qui sont majoritairement de confession musulmane, les déterminants sont les mêmes pour la plupart d'entre eux que le reste en fait de l'électorat, à savoir, nous on vote pour ce candidat parce qu'il a un programme social et économique qui est un programme qui nous apparaît être un programme de justice sociale, on vote pour ce candidat parce qu'il prend en charge en fait des questions qui me sont très importantes comme les questions de racisme, les questions raciales, les questions de discrimination, les questions environnementales, les questions de violence policière. Et dans l'offre politique
qui est celle de cette élection présidentielle, eh bien, ils sont rares, les candidats qui ont le cran de se positionner là-dessus et de le faire avec beaucoup de clarté. Et sur les questions internationales, il y a cette fois-ci, par contre, un certain nombre de points de désaccord avec la posture traditionnelle de la France insoumise, que ce soit sur la question russe, que ce soit sur la question chinoise, que ce soit sur ces questions où à chaque fois on a des minorités ou des populations qui sont affectées et qui ne sont pas prises en compte dans le discours pas universaliste, mais dans un discours de solidarité avec l'ensemble des peuples à l'international. On voit que malheureusement Mélenchon a eu énormément de mal à mettre en évidence le génocide qui vise les Ouïghours. On voit qu'il a eu également pas mal de difficultés à se dépêtrer en fait des proximités russes qu'il avait dans le passé. Donc cette évolution-là fait que en fait dans le vote Mélenchon, il y a eu énormément d'hétérogénéité, mais la nouveauté, c'est que on comprend qu'on n'est pas marié en fait avec un candidat, et donc on a énormément de gens qui verbalisent ça, qui disent voilà, on est très conscient des défaillances et des problématiques et des points de désaccord qu'on a avec globalement ce programme et cette candidature, mais on pense, et c'est ce qui explique que même des imams aient pris position dans ce cadre-là, que, entre guillemets, il n'y a pas photo entre un candidat qui a quelque chose de solide sur le plan socio-économique, qui reconnaît la réalité des formes contemporaines de racisme, dont la négrophobie, l'islamophobie, le racisme anti-rom, les violences policières, et ainsi de suite, et d'autres candidats, soit qui sont dans une brutalité économique et sociale totale, soit, pire encore, qui ont ça et qui en plus ont un agenda raciste et destructeur. Ben voilà, la plupart des gens qui ont voté pour Mélenchon le verbalisent de cette manière. Et après, les cadres religieux, en fait, il y a des attitudes qui sont différentes. Et c'est deux choses très différentes dans les motivations comme dans les objectifs. Les exemples que vous citiez à l'instant, des imams qui ont appelé à voter Mélenchon et de ceux ou des… Plutôt Macron. Mélenchon, je n'ai pas vu d'imam qui a appelé à voter Mélenchon. Il y en a peut-être à titre personnel, je n'ai pas vu de mosquée, etc. Mais il y a eu des mosquées qui ont appelé à voter Macron, par exemple, au second tour. J'en ai vu quelques-uns passés. Après, là, les prises de position où on a la mosquée de Paris qui va expliquer il y a 6 mois que l'islam politique, c'est mal, entre guillemets, qui explique qu'accueillir des discours politiques à la mosquée, c'est inacceptable, qu'on valide quelque part l'agenda islamophobe du gouvernement de fermeture, de harcèlement des mosquées, et qui 6 mois plus tard se retrouve à accueillir Darmanin, un grand pompe dans un lieu de culte musulman, pour expliquer à quel point lui, il est l'ami des musulmans. Ça, c'est une espèce de danse du ventre qui serait divertissante si elles n'étaient pas en plein mois de Ramadan. Et à titre très personnel, honnêtement, quand je vois ces situations, j'ai envie de zapper, j'ai pas envie de perdre ma journée de jeûne. Et en fait, on a atteint un tel niveau en fait de cynisme et de dégoût de cette chose politique et de l'instrumentalisation en fait des cadres musulmans ou des notables musulmans au détriment des musulmans, qu'on préfère garder une distance courtoise. Voilà, kiffez votre live, invitez le ministre, prenez des photos, piétinez la dignité des millions de frères et sœurs qui se font harceler, humilier à longueur d'année par les personnes que vous invitez et que vous honorez et que vous saluez et que vous félicitez. C'est votre responsabilité au bout du compte, mais cette conscience politique musulmane et citoyenne, celle-ci, elle est un acquis qu'il faut vraiment pas négliger. Je terminerai juste en disant un point là-dessus, c'est que voilà, cette lecture politique-là, moi personnellement, c'est la première élection où je vois autant de personnes réellement s'impliquer en fait. Réellement s'impliquer avec des positions différentes, mais ça en soi, le fait d'avoir des gens qui sont en train de se dire, c'est plus uniquement l'assoce citoyenne du quartier ou bien l'assoce décoloniale ou les intellectuels ou les universitaires ou les cadres associatifs qui viennent et qui disent venez vous bouger, mais c'est vraiment au sein des familles et au sein des quartiers, de plus en plus en local, vraiment une intensité différente par rapport aux élections précédentes. Alors, je voudrais vous poser une question à tous les trois avant qu'on passe au second tour, hein, parce que c'est quand même un point important. Toujours sur cette question du vote, je vais appeler ça le vote musulman. Il y a eu un sondage IFOP pour le journal La Croix, donc qui a établi, alors il faut toujours être prudent, hein, parce que le volume des sondés, on n'est pas forcément dans une enquête, qui est un autre outil
de sondages plus approfondis, mais ça offre quand même un repère. Donc, ce sondage exprimait la répartition du vote des différents candidats par appartenance confessionnelle. Et on voit dans ces résultats que 69%, donc d'après ce sondage IFOP, 69% des musulmans qui ont voté au premier tour ont porté leur voix sur Mélenchon. Chez les autres candidats, donc c'est le résultat le plus représentatif, puisque dans les autres appartenances confessionnelles, chez les catholiques, on a une répartition 29% Macron, 25% Marine Le Pen. Et d'ailleurs, on pourrait comptabiliser tous les candidats d'extrême droite, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, on a ce chiffre de 69% et on a une abstention qui est évaluée à 23% des électeurs musulmans. Donc, ma question peut paraître provocatrice, mais je vais quand même la formuler comme ça. Est-ce que, sur ces bases-là, concernant les musulmans qui ont été réfractaires au vote, soit qui se sont abstenus, soit qui se sont positionnés résolument contre la candidature de Mélenchon, est-ce que ces citoyens sont responsables de la défaite de Mélenchon au second tour? Horia Boutelja, Adama et je ne suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que les musulmans qui sont… Alors, en fait, comme Mélenchon a perdu d'un fil, d'un cheveu à 1%, autour d'1% de suffrage, est-ce qu'on peut considérer, vous parliez tout à l'heure de chance historique qui a été ratée, Horia Boutelja, est-ce que l'importance de l'abstention, 23%, qui est quand même la plus élevée par rapport aux autres groupes confessionnels, est-ce que pour vous, est-ce que ces électeurs musulmans portent une responsabilité, je parle de ceux qui n'ont pas voté, dans cette défaite de Mélenchon au second tour? Je refuse de dire que les électeurs sont responsables dans la mesure où c'est un électorat qui a été délaissé pendant de trop longues décennies. Il a été abandonné et je ne crois pas qu'on reconstruit du politique et de la conscience politique en une campagne. En ce sens, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas responsables lorsque ils ne croient pas au vote. Ils ne sont pas responsables lorsqu'ils ne croient pas à l'élection, puisque, si vous voulez, d'une certaine manière, cette incroyance dans l'élection, elle est elle-même le produit d'une longue histoire de trahison. Et en ce sens, être réfractaire, c'est aussi un acte politique. Donc, c'est très difficile pour moi de dire ils sont responsables. En revanche, pour raccrocher les wagons avec ce que disait tout à l'heure Marouane Mohamed et la question sur les imams, je pense qu'en revanche, il y a une responsabilité beaucoup plus grande de la part des représentants politiques et des représentants religieux et des institutions, parce que là, pour le coup, elles ne sont pas naïves, elles ne sont pas innocentes, elles ont une fonction très précise. Et là, ce qu'on voit avec ces imams, ces représentants religieux, ces institutions religieuses qui appellent par exemple à voter Macron, dont je rappelle qu'il a fait voter la loi séparatisme, qu'il a fait voter une loi islamophobe, eh bien, je pense que eux, là, pour le coup, leur responsabilité, elle est pleine et entière. Ça, c'est d'une part, mais ça montre d'abord à quel point l'institution musulmane est dépendante, elle est sous tutelle de l'État. C'est ça qu'il faut dire et redire. Nos institutions musulmanes ne sont pas autonomes, ne sont pas indépendantes. Et ce qui est plaisant à voir, c'est que vous parliez des 23% qui n'ont pas voté Mélenchon, mais parlons qui n'ont pas voté qui se sont abstenus, mais parlons de ceux qui ont échappé au dispositif de l'État qui utilise les institutions musulmanes précisément pour empêcher les musulmans d'aller voter Mélenchon. Alors ça, par contre, c'est intéressant de montrer qu'une grande part de l'opinion musulmane échappe au dispositif de l'État lorsque, en tout cas, elle sait s'émanciper. Elle sait s'émanciper. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, qu'il faut savoir apprécier. Maintenant, j'avoue que je ne peux pas, moi, reprocher à des musulmans, à des habitants des quartiers qui ont été abandonnés à ce point par les institutions politiques, par les partis politiques, par le Parti communiste, par le Parti socialiste. Et évidemment, je rejoins Adama lorsqu'il dit que la gauche, elle a toujours trahi. Bien sûr que la gauche a toujours trahi. C'est la raison pour laquelle cette rupture de Mélenchon avec la gauche, elle est appréciable. C'est parce que précisément, il y a ici une rupture historique. Mais donc, pour autant, j'aurais du mal, moi, à accuser
et à porter l'anathème sur qui que ce soit, parce que malheureusement, on a le niveau de conscience politique que ce pays mérite. D'accord. Adama Traoré? Tu sais, en philosophie, on dit qu'il ne faut jamais confondre l'idéalisme et le pragmatisme. Je répète, en philosophie, il ne faut jamais confondre l'idéalisme et le pragmatisme. Dans nos quartiers et dans nos cités, par rapport à la manière qu'on a grandi, par rapport à la manière qu'on a fait de l'argent, par rapport à la manière qu'on a été éduqué dans la chose politique, on est plus de droite que de gauche. Tu peux voir la plupart des villes, Aulnay-sous-Bois, c'est LR, Noisy-le-Grand, c'est LR, Bobigny, c'était UDI. Il y a énormément de villes qui sont gérées par des politiques de droite. Donc déjà, dire que le Français de confession musulmane, qui compose une large partie de la population qui habite dans ces quartiers, vote à droite, déjà peut amener une certaine signification sur le vote qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos quartiers et dans nos cités, notamment à l'échelle territoriale. Ensuite, à l'échelle nationale, c'est autre. Comme l'a pu expliquer Ouria, il y a un travail qui a été effectué par des militants, par des associatifs, afin d'éveiller cette population à aller prendre position par rapport à la présidentielle de 2022. Mais le Français de confession musulmane a bien compris que, ce soit une politique de droite ou une politique de gauche, il a toujours été stigmatisé, il a toujours été pointé du doigt. Il ne faut pas oublier les politiques qui ont été menées par François Hollande. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nombre de gauchistes stigmatisent les Français de confession musulmane au point de dire que notre religion elle est patriarcale, comme quoi notre religion a mis à mal la condition féminine. Et aujourd'hui, nous avons un devoir de redéfinir c'est quoi le Français de confession musulmane, comment le politiser et comment lui donner les outils intellectuels, juridiques et techniques afin d'appréhender les élections à venir. Car moi, je pense que c'est ça le réel souci. Moi, malheureusement, dans mon quartier, dans ma cité, à Aulnay-sous-Bois, quand même, je suis issu des quartiers nord, plus de 35 000 habitants. La chose politique, elle est clientéliste. La chose politique, elle est qu'est-ce que tu me donnes pour que j'aille voter? Et à l'échelle nationale, on n'a pas ce rapport qu'on peut avoir avec des élus locaux. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, dire que si la gauche n'est pas passée, c'est de la faute des Français de confession musulmane, c'est faire preuve de faiblesse intellectuelle. Non. Aujourd'hui, les Français de confession musulmane, ils ont compris c'est quoi la chose politique. Ils ont juste envie d'avoir des personnes qui leur ressemblent, c'est-à-dire en termes de vécu, afin de pouvoir se porter vers ce genre de personnage politique public. Et moi, je pense, je rejoins ce qu'a dit Ouria, je rejoins ce qu'a pu dire Mohamed, il faut vraiment, mais c'est même, Marwan, désolé, c'est une obligation, c'est vital qu'on puisse réellement reposer les choses, redéfinir les choses, créer un pouvoir ascendant, avoir des Français de confession musulmane, mais pas que, des confessions du livre et même des personnes athées, peu importe, mais qui habitent dans des quartiers, qui habitent dans des cités, qui défendent la cause des banlieusards afin de vraiment péter le plafond de verre et dépasser les montagnes. Car aujourd'hui, par contre, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que le discours de la droite identitaire, les paroles portées par la droite identitaire, où ils stigmatisent nos sœurs, où ils stigmatisent nos mamans, à un moment donné, va faire écho chez des personnes comme moi. Car moi, je ne suis pas de culture politique, je ne suis pas de culture associative. Moi, je suis un ancien capitaliste du ghetto, j'ai grandi dans la rue. Et avoir ce genre de discours à mon époque, c'était juste impossible. Aujourd'hui, ce genre de discours arrive. Mais quand ça va toucher des personnes comme moi, qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui ne pourront pas tolérer que leur mère, que leur sœur soient stigmatisées à longueur de journée, tôt ou tard, il y aura des frictions qui pourront aller jusqu'aux violences physiques. Et bien nous, en bonne intelligence, nous devons réfléchir à comment faire en sorte que les Français de confession musulmane puissent réellement se réapproprier la chose politique afin d'aller dans les urnes et voter pour des personnes qui leur ressemblent. Et pour cela, pour finir, il faut absolument qu'on puisse repartir vers la voie de l'instruction. C'est quoi la chose politique? C'est quoi un État central? C'est quoi? Alors, on parlera de ça, Adama, dans le troisième temps, pour la suite de l'engagement politique. Alors, Marwan, Mohamed, donc, est-ce que vous partagez ce regard-là? Est-ce que finalement, alors que Ouria Boutelja et Adama Traoré ont insisté sur la dimension de violence physique, sociale et symbolique des différents gouvernements et notamment du quinquennat Macron, est-ce que de ce point de vue-là, finalement, est-ce que la fraction de l'électorat musulman qui s'est abstenue et qui a refusé de soutenir cette candidature de Mélenchon qui semblait la plus adaptée, la plus représentative de ces intérêts-là, est-ce que de ce point de vue-là, est-ce que cette fraction de l'électorat ne porte pas une responsabilité dans cette défaite avec aussi des candidatures d'extrême gauche, on en a parlé, qui ont pu émietter le réservoir de voix. Mais voilà, quel est votre regard, Marwan, là-dessus?
Ok. Alors, deux choses. La première, c'est que les quartiers populaires, les Noirs, les Arabes, les musulmans de France ne doivent strictement rien à qui que ce soit d'un point de vue électoral. Si on voit objectivement la manière dont ils ont été traités politiquement pendant les 3 générations passées, on se rend compte qu'ils n'ont pas eu d'alliés objectifs sur des éléments qui auraient changé la donne dans leurs conditions au niveau national. Sur les violences policières, sur les questions de racisme, même sur les questions de justice sociale. Adama le disait à l'instant, d'une manière qui est réelle, mais qui est en même temps terriblement ironique sur le plan politique, c'est qu'on a dû compter sur nous-mêmes, en fait. On a dû se débrouiller tout seul. On a dû, pour certains et certaines d'entre nous, survivre. Et donc ça, en fait, ça crée une mentalité qui, théoriquement, sur le plan politique, dans sa lecture superficielle, devrait faire de nous, en fait, des individualistes de droite qui disent, voilà, ça y est, on ne nous a pas aidés, on a pété le plafond de fer et on l'a fait tout seul. Maintenant, c'est nous pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas du tout en fait la manière dont les gens se comportent au quotidien, parce qu'à travers cette élection, les musulmans, les gens des quartiers populaires montrent une fois de plus qu'en fait, ils ne pensent pas qu'à eux-mêmes. Les déterminants, en fait, si on constate par exemple que 69% des personnes de confession musulmane qui ont voté pour Mélenchon, et qu'on regarde en fait les arguments sur lesquels ils se sont déterminés, on voit qu'en fait, ils pensent au bien collectif. Ils pensent aux questions de justice sociale, ils pensent aux questions économiques, ils pensent aux questions éducatives, environnementales, les questions de santé ou autres. Et bien entendu que la question raciale, elle est importante pour eux, puisqu'ils le vivent eux-mêmes. Ils sont les premiers exposés à ces sujets-là. Mais ils ne pensent pas qu'à ça quand ils décident de mettre un bulletin dans une urne, de la même manière que quand ils sont en train, à l'heure actuelle, de discuter pour savoir est-ce qu'ils vont faire barrage à Marine Le Pen, est-ce qu'ils vont s'abstenir, est-ce qu'ils vont voter Macron, ils sont en train de se dire, même si ce n'est pas pour nous-mêmes, il faut qu'on le fasse collectivement, parce que sinon, en fait, il y a trop de gens qui vont souffrir dans cette société. D'accord. Et la preuve de ça… Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que vient de dire Marwan. Juste terminer, Marwan, et après, je vous donne la parole, Folia. Oui, juste de voir aussi qu'il y a une surmobilisation, en fait, de ces populations et de ces communautés-là, parce qu'en fait, les dernières études en fait, qui précédaient les élections, le premier tour des élections, c'était un taux d'abstention pour ces populations-là autour de 45%. Et finalement, en fait, dans l'urne, il s'est retrouvé autour de 23%. Donc, ça veut dire qu'il y a une surmobilisation en fait, de ces catégories-là pour dire, voilà, c'est une élection importante, c'est un choix important, il faut peut-être que certains d'entre nous s'y expriment. Voilà. D'accord. Horia ? Oui, je voulais quand même peut-être nuancer le propos de Marwan qui dit qu'il y a une espèce de rationalité qui fait que les musulmans ou les gens des quartiers sont allés survoter pour Mélenchon. Bien sûr, alors évidemment qu'il y a une rationalité, mais je pense qu'il ne faut pas nier ou minimiser le caractère affectif de ce vote. Je dis bien affectif, mais affectif au sens le plus noble du terme. Je voudrais m'expliquer sur ce point précisément. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait bouger les populations qui vivent le racisme, de manière générale, pas seulement en France. Ce sont les questions de dignité. La question de la dignité, elle est centrale. La question de l'honneur, elle est centrale. Et il se trouve, et c'est pour ça que je dis que cette élection a été différente, parce qu'un candidat comme Mélenchon, dont on sait d'où il vient, non seulement il vient du PS, mais en plus, il vient du rationalisme séculier, il vient du laïcardisme, il vient du républicanisme, il vient d'une tradition qui déteste la religion, etc., etc., etc. Et tout d'un coup, on a un homme qui s'est transformé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grâce qui lui est tombée dessus, je ne sais pas comment, mais toujours est-il qu'il a posé un certain nombre d'actes qui fait que je ne crois pas, moi, que les gens qui sont allés voter pour Mélenchon, qui ont fait des queues pour voter Mélenchon, ont lu le programme rationnellement de Mélenchon. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mélenchon les a touchés au cœur. Et je le dis d'autant plus clairement que j'ai été touchée au cœur et je suis, moi, pour le coup, une militante politique. C'est-à-dire que je ne fonctionne pas à l'affect, je fonctionne au pragmatisme. Sauf que, et j'ai bientôt 50 ans, il y a un candidat qui a dit « Le prénom Mohamed est un beau prénom ». Il faut respecter les gens qui donnent ce prénom à leurs enfants parce que ça vient de leur histoire et on a le droit. Il a dit aussi dans un… En réaction à Zemmour qui voulait interdire les prénoms musulmans. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je veux appuyer sur les choses qui nous touchent. Il a dit le prénom Mohamed dans un pays qui est sûrement le plus islamophobe en Europe et en Occident. Il a dit le prénom Mohamed est un beau prénom. Et les gens qui le portent, ils ont raison de le donner à leurs enfants.
il a dit dans un de ses discours, il a dit que vous alliez en politique avec votre rationalité ou que vous y alliez avec votre foi, l'essentiel, c'est qu'on aille au même endroit. Lorsqu'il dit que lorsqu'au moment où le pauvre professeur Paty s'est fait assassiner, d'accord, et qu'il traverse la tempête, et que malgré tout, il dit « Je ne regrette pas d'être allé à la manifestation contre l'islamophobie ». Est-ce qu'on se rend compte à quel point ces actes sont forts? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller lire en entier le projet de Mélenchon, c'est qu'on a compris qu'il y a quelqu'un qui tenait bon sur les questions fondamentales. Eh bien, la question fondamentale ici, qui était celle de l'islamophobie, de la dignité, du rapport à la puissance publique, c'est-à-dire à la police. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on vit, qu'on lutte seul contre l'État policier. Eh bien, on a quelqu'un qui dit stop à ça. Eh bien, moi, je pense qu'il a su parler à notre cœur. C'est pour ça que je tiens à dire que ce vote des musulmans, c'est un vote qui ne touche pas simplement à la rationalité. Je pense c'est un coup de cœur, c'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur et c'est un acte qui parle à la dignité humaine et à la nôtre en particulier. Et je pense qu'il faut prendre en compte cet aspect-là. Alors maintenant, je vais vous demander, on va passer quand même à la partie importante de cette émission. Je vais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit Ouria, quand même, c'est important. Par rapport à ce qu'a dit Ouria, je voulais juste rebondir si c'est possible. Alors, très très vite, parce qu'il faut qu'on parle du second tour, qui est quand même très important. Ouais, très rapide. Voilà, monsieur, il ne faut pas flûter Ouria, qu'il y a une large partie de la population français de confession musulmane qui habite dans les quartiers et dans les cités, qui ont un réel problème avec la gauche et la manière qu'elle a stigmatisé leurs aïeux et les personnes qui y vivent aujourd'hui. Pour preuve, ils n'ont jamais œuvré pour avoir le droit de vote pour les personnes étrangères. Ils n'ont jamais œuvré pour améliorer les conditions de vie dans les résidences sociales, autrement dit, les foyers de travailleurs migrants. Comme tu as pu le dire, Jean-Luc Mélenchon et cette franche laïcard, il n'y a pas encore un an de cela, ils avaient un débat sur ce qu'on pouvait critiquer l'islam et les musulmans. Et ça a fait un tollé au sein de la France insoumise. Donc aujourd'hui, tout ce genre de méfaits ou de faits ont eu un impact considérable en nombre de Français de confession musulmane qui ont boudé les urnes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que cette gauche plurielle puisse vraiment se redéfinir comment eux aperçoivent ou voient les Français de confession musulmane, mais surtout la pratique de l'islam. Car non, ça pourrait être un bon sujet d'émission. Alors, Adama, juste... Non, mais... Voilà. Monsieur Touria, je te rejoins, Ouria, je te rejoins tout ce que tu as dit, tu n'as pas tort. Hein. Mais nous, si on veut vraiment avancer pour faire en sorte qu'on réinvente le socialisme et qu'on sorte du gauchisme, il faut vraiment que nous, les Français de confession musulmane, on puisse avoir un réel bilan empreint d'une perspective d'avenir, d'un projet économique, d'un projet... Alors, on en parlera peut-être au troisième temps, s'il vous plaît. Afin d'imposer notre vision à ces gauchistes. Adama, alors, on va passer quand même au second tour de cette élection présidentielle. Donc, je le disais en introduction, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, ce sera le choix qui se portera pour les électeurs. Et donc, pour nous, cette question, que faire au second tour entre un candidat, Emmanuel Macron, donc président sortant, dont le quinquennat s'est traduit par une gestion catastrophique de la Covid-19, des fermetures de lits d'hôpitaux, sur le plan financier, une explosion de la dette, et sur le plan social de la paupérisation, avec aujourd'hui environ 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit plus de 14% de la population française, ce qui n'est pas rien. Sans oublier, comme ça a été dit, une loi contre le séparatisme qui s'est traduite par la fermeture et la dissolution de dizaines d'associations, de mosquées et de structures musulmanes, et en face, une Marine Le Pen, dont le Rassemblement national, ex-Front national, se veut une puissante machine de guerre contre les non-nationaux, ce qui implique de plus en plus d'ailleurs les binationaux, voire les nationaux de confession musulmane et issus d'immigration. Donc la perspective de voir l'extrême droite, je vais y arriver, prendre les leviers du pouvoir, n'a, il faut bien le dire, rien de réjouissant, ni celle de subir une batterie de mesures, de décrets, de textes de loi ségrégatifs, ou encore de voir la France sombrer dans une nouvelle explosion de violences racistes. Donc face à ce choix qui n'en est pas vraiment un, ce dilemme, que faut-il faire à ce second tour ? Beaucoup ont parlé d'abstention. Certains se sont résolus à voter Macron en considérant que Macron et Le Pen, ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est aussi une question que je vous pose. Est-ce que Macron et Le Pen, c'est la même chose ? Est-ce que c'est aussi négatif et dangereux l'un que l'autre ?
Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce second tour et qu'est-ce que vous-même vous allez faire? Ouria Boutelja. Alors, est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose parce que l'un est le représentant des classes dominantes, des libéraux, des classes dirigeantes du grand capitalisme. L'autre est la représentante du fascisme, du suprémacisme blanc. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ensemble, mais c'est ça qui les distingue. Je pense que l'un est fascisant et que l'autre est fasciste, que l'un produit l'autre. Et en quelque sorte, l'un est tenu par l'autre comme la corde au pendu. Et qu'en fait, c'est une logique qui fonctionne ensemble. La question, c'est, dans l'immédiat, qui est le plus dangereux par rapport aux classes populaires, par rapport aux post-colonisés. Mon sentiment est qu'on sait à peu près ce qu'est Macron. Et Macron, il n'y a pas de... Il y a vraiment rien de... on vit sous le règne de Macron, sous sa politique, et donc on sait parfaitement ce que ça donne. Par exemple, la loi séparatisme, qui est une loi raciste, ni plus ni moins, mais on maîtrise plus ou moins. Elle, je ne sais pas, au moment où je parle, le genre de bascule que ça peut occasionner. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me contentais de dire l'un et l'autre c'est pareil, je suis responsable de la bascule, d'une certaine manière. Ça veut dire que lorsque demain, je ne sais pas, hein, à Dieu ne plaise, hein, que si demain l'armée était envoyée dans les quartiers pour mater les quartiers à la prochaine révolte des populaires, eh bien, je considérais que c'est cette bascule qui est probablement la cause de cette accélération, sachant que je relativise immédiatement mon propos, parce que je pense que sous Macron, c'est possible également. Donc, on est dans une situation absolument... Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on ne sait pas, finalement Non, moi, je dis que je sais. Je sais à peu près ce que Macron est capable de faire et je pense qu'il peut accélérer le processus de pacification. Je dis que Marine Le Pen, la bascule dans quelque chose de complètement inconnu, d'extrêmement dangereux et immédiat est possible. Et même sûr. Donc Macron reste moins dangereux que Marine Le Pen. C'est-à-dire que je crois, mais vraiment, mais on spécule, je crois que quand on prend en compte cette digue, et moi je la considère comme une digue, et c'est pour ça que je ne prends pas les choses à la légère. Je pense, c'est pour ça qu'on écrivait dans le QG des coloniales, plus Mélenchon est fort, mieux c'est en termes de digue, c'est-à-dire, je ne dis pas de révolution, je dis simplement un rempart. Donc aujourd'hui, il se trouve qu'on a une digue fragile de 22%, une opinion de 22% qui considère, qui a voté sur une base non raciste, non islamophobe et contre les violences policières. Ça, j'appelle ça une digue. Je dis que Macron, plus cette digue, il y a peut-être une marge de manœuvre pour les décoloniaux, pour les antiracistes. Donc, il faut voter Macron, parce que donc il faudrait, pour être cohérent avec cette analyse, je l'exprime parce que pour la rendre claire et visible et qu'on puisse se positionner là-dessus, et après je donnerai la parole à nos autres invités. Finalement, donc, il faudrait voter Macron, puisque Macron reste, qualitativement moins dangereux, même si ce moins n'est pas sensiblement important, mais rationnellement, il serait moins dangereux. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au bout de cette logique et dire finalement, il faut voter, on ne vote pas pour Macron, mais on vote contre Le Pen, effectivement, en sachant que finalement, il va y avoir un de ces deux candidats qui va gagner l'élection, qui va gouverner la France et dont nous serons dont les lois et les décisions politiques nous affecteront nos vies quotidiennes. Est-ce qu'il faut aller là ou est-ce que, parce que l'abstention finalement ne fait pas le jeu d'un des deux candidats? C'est aussi ça la question. Alors, je dis un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis qu'il faut voter contre Marine Le Pen et éventuellement Macron, c'est pour battre Macron aux législatives. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut pas considérer, parce qu'on est pris au piège par cette fausse alternative, je crois qu'il faut l'envisager dans une perspective plus longue qui est celle des législatives. Si on fait barrage à Le Pen pour garder le moins pire, il faut le neutraliser au maximum dans le cadre des législatives. Ça veut dire qu'il faut le faire perdre ainsi qu'elle, si c'est possible,
aux législatives, ça veut dire que là, par contre, il y a un capital. Il y a un capital. Et je ne sais pas s'il est possible que la France insoumise, que les mouvements autonomes, que tout ce qui bouge arrive à mobiliser les gens pour qu'ils aillent voter à ce moment-là pour faire barrage à la fois à Le Pen et à Macron. Je pense que dans le peu de marge de manœuvre qu'on a, c'est celle qui me semble la plus intéressante, et quand je dis intéressante, je le dis vraiment du bout des lèvres. C'est-à-dire que vraiment, si au moins aux législatives on pouvait peser, ça serait une bonne chose. Mais ça signifie aussi qu'on ne désarme pas à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a aussi le jeu du politique de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a la rue, il y a la mobilisation, il y a la grève, il y a toutes les formes de mobilisation qu'il faut imaginer pour résister jusqu'au bout pendant ces 5 ans. D'accord. Voilà. Donc, voter Macron en barrage à Le Pen, pas évidemment, avec le 3e tour de l'élection présidentielle que seraient les élections législatives avec une mobilisation pour Mélenchon. C'est à peu près votre position. Sachant que je précise quand même une chose, c'est que ce choix que je fais, malgré moi, d'une certaine manière, je m'en déresponsabilise moralement parce que je fais partie de ceux qui ont malgré tout appelé à voter Mélenchon avant. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui n'ont pas appelé à voter Mélenchon, c'est eux qui nous mettent dans la situation de devoir choisir entre les deux mots. Donc, d'une certaine manière, je me déresponsabilise et je dis, à cause de vous, je dois faire ce choix-là qui m'est extrêmement pénible. Voilà. D'accord. Marwan Mohamed, parce que je sais que vous allez nous quitter dans quelques minutes, je vous donne la parole. Voilà, que faire à ce second tour, on a entendu les arguments de Houria Boutelja. Est-ce que l'abstention ou le vote blanc qui a été mentionné par un certain nombre de citoyens sur les réseaux sociaux, il y a énormément de débats, donc beaucoup de gens disent qu'ils s'abstiendront. Est-ce que l'abstention ne favorise pas un candidat ou un autre, voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas voter Macron pour faire barrage à Le Pen? Comment vous voyez ce dilemme finalement qui se pose aux électeurs? Comment le résoudre? Là, en fait, la ligne, elle a encore même bougé. C'est-à-dire que là, on a une proportion non négligeable de personnes qui sont prêtes à voter Le Pen. C'est-à-dire que le niveau de seum, le niveau de frustration, le niveau de colère, très audible et très compréhensible vis-à-vis des injustices que Macron a produites pendant 5 ans, il n'est pas de dire nous, on va s'abstenir, on va vous laisser décider entre vous. Non, et de dire on est prêt à voter Le Pen pour le saquer, pour le sanctionner politiquement et adresser un signal à tout le monde, de dire voilà, on en a tellement marre de votre clique et de votre autre-soi politique et élitaire qu'on est prêt même à voter pour le pire et on sait que c'est le pire. Donc ce discours-là, je le vois se développer et prendre de l'ampleur depuis des semaines. Il est d'autant plus instrumentalisé que Marine Le Pen est très consciente de ça et elle a des équipes numériques qui viennent alimenter ça avec des faux comptes et qui viennent en fait apporter la controverse, créer de la division, rajouter en fait à l'incertitude. Parce qu'en fait, cette incertitude, elle bénéficie à qui? Elle bénéficie aux groupes politiques qui vont être mobilisés en fait dans l'urne. Donc, plus il y a du chaos, plus il y a de l'incertitude autour de ce vote, plus en fait ces groupes organisés qui se sont entraînés, qui ont eu des galops d'essais pendant les 2 ou 3 présidentielles qui viennent de se dérouler, eh bien, eux, ils vont être très focus pour aller faire voter ce qui va faire le point de bascule. La deuxième chose, c'est de comprendre en fait que effectivement, il y a une différence de gravité, une différence d'intensité, une différence de danger, mais il y a aussi une différence de nature. Je prends un exemple très simple pour qu'on puisse le comprendre. Macron, quelles que soient ses convictions, racistes, antiracistes, peu importe au bout du compte, il est un cynique rationnel qui fera tout, vraiment tout, pour conquérir et conserver le pouvoir par tous les moyens qui sont à sa disposition. C'est ça qui explique que, par exemple, en 2017, le candidat Macron, il était, entre guillemets, le candidat raisonnable qui s'oppose en fait à l'extrême droite. Il était un libéral antiraciste dans la manière dont il se présentait. Il reconnaissait l'islamophobie. Il s'affichait avec des femmes portant un foulard pendant la campagne. Et une fois arrivé au pouvoir, sous la pression très légère de groupuscules comme le Printemps républicain et les mouvances qui sont autour de lui, et il a fait passer l'agenda politique qui allait lui assurer en fait d'être éligible à cette réélection. Et c'est ça en fait qui explique au fait comment arriver au pouvoir
même en ayant eu, entre guillemets, un moindre mal aux élections, les gens se retrouvent en fait avec la pire des gouvernances et la pire des politiques qui est menée. Donc, véritablement, il y a une différence de nature. Et pour vous donner un ordre d'idée, Macron, il a des opportunistes dans ses équipes et dans les gens qui font campagne pour lui. Le Pen, elle a des groupuscules néo-militarisés parmi les gens qui soutiennent sa campagne. Elle a un certain nombre de soutiens, y compris au sein des forces de police, y compris au sein de l'armée, qui n'ont eu de cesse que d'appeler son élection de leur vœu. Donc il faut voter Macron. C'est pas un pari que les gens, c'est pas ce que je dis et je donne jamais d'instructions. Pour éviter que Marine Le Pen et son entourage, qui sont des militants idéologiques dangereux, introduisent les leviers du pouvoir, est-ce qu'il ne faut pas voter Macron comme ce moindre mal? Alors, c'est pour moi le raisonnement du moindre mal. En fait, il est inopérant en fait quand on compare Macron à Le Pen. La seule chose qui est valable, en fait, au bout du compte, c'est ce que Horia disait à l'instant. Tu peux pas juste voter Macron. Si tu décides de voter Macron en fait pour barrer Le Pen, ça doit être assorti à une stratégie politique qui est beaucoup plus large que ça. Est-ce que ça veut dire faire barrage aux élections législatives? Est-ce que ça veut dire tout de suite en fait capitaliser sur l'élan de gauche qui s'est exprimé? Est-ce que ça veut dire prendre conscience que le bulletin dans l'urne, on le met une fois tous les 5 ans, mais l'action politique de terrain, elle doit avoir tous les jours le reste de l'année? En fait, c'est ça en fait le message que j'aimerais adresser. Le fait de développer une conscience politique qui ne s'arrête pas uniquement au fait de mettre un bulletin dans une urne, mais au lobbying politique qui a lieu autour des questions qui nous intéressent, à l'action de terrain citoyenne qui est nécessaire le reste du temps, à l'éveil des consciences et à l'éducation dont Adama parlait tout à l'heure. Et si, en fait, on est uniquement en fait, dans cette lecture binaire, on vote pour lui ou on fait barrage comme ça, en fait, on va être des romantiques déçus à chaque élection parce qu'on comprend qu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'histoire d'amour, et le reste du temps, en fait, on est des spectateurs conscients de notre propre déchéance. Adama Traoré, oui, vous avez, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous êtes d'accord? Vous avez autre chose à ajouter là-dessus? Je suis d'accord avec Marwan, et je vais être très catégorique. Moi, je vais voter pour l'abstention, car il faut avoir une grande pensée quand même à toutes les personnes qui ont été mutilées, éborgnées, chassées. Je sais de quoi je parle, car j'étais très proche du mouvement social des Gilets jaunes. Et moi, je pense qu'on aurait dû l'investir, nous, les Français d'origine étrangère, les Français de confession musulmane et les Français issus de quartier. Une grande pensée à tous nos frères et nos sœurs, quand même, qui se sont vus fermer leur mosquée pour plaire à une certaine droite identitaire. Une grande pensée à toutes nos sœurs. Aujourd'hui, ont peur de prendre le train, ont peur de prendre le bus, car la politique d'Emmanuel Macron a favorisé l'émergence, la montée de la droite identitaire. Donc pour vous, c'est pareil? Macron-Le Pen, c'est pareil? Je vais finir juste mon propos. Car là, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui me touche. Car moi, à titre personnel, la politique liberticide d'Emmanuel Macron, par la voix de Castaner, lorsque j'ai pris position suite à la mort de 4 policiers à la préfecture de police de Paris, ils m'ont amené chez moi des policiers cagoulés armés, ils m'ont diabolisé, ils m'ont terni sur tous les canaux médiatiques d'africanistes, d'islamistes, de musulmanistes. Et au final, alors que je vous parle, je suis toujours poursuivi pour apologie du terrorisme. Et si cela a été possible, c'est que ce gouvernement a permis l'émergence d'un discours très stigmatisant à l'endroit des Français de confession musulmane. Et ça, c'est une réalité. Et ça, on ne peut pas l'occulter du jour au lendemain, soi-disant, il y a Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Moi, je vais plus loin. Mon intellect me permet de me dire que le problème n'est pas Emmanuel Macron, c'est le régime républicain. Car comme essence, l'aliénation partielle ou totale a comme existence la division de la population française à travers ces partis politiques de gauche comme de droite. Moi, j'irai encore même plus loin. C'est qu'aujourd'hui, comme on a pu le dire tout au long de notre débat, c'est que dans nos quartiers, dans nos cités, il y a une conscience politique, il y a une force politique, il y a une envie d'émancipation. Et c'est à nous de le démontrer à travers un vote blanc ou abstentionniste. Il faut que, ça ne favorise pas, pour vous, excusez-moi, ça favorise pas quand même l'abstention, le vote blanc? Est-ce que ça ne va pas favoriser? C'est une question que je pose. Marine Le Pen, par exemple, ou Emmanuel Macron, je ne sais pas. Mais vous savez, ce genre de discours, c'est ça qui nous fait défaut, surtout à nous, les Français d'origine étrangère, de confession musulmane ou habitant dans des quartiers, dans des cités. Pourquoi? On a une politique de Sarkozy qui était très méprisante à l'endroit des quartiers et des cités. On a une politique de Hollande
qui était très stigmatisante à l'endroit des quartiers et des cités par la voix d'Emmanuel Valls. On a une politique d'Emmanuel Macron qui était très fascisante pour plaire à une certaine droite identitaire qui émane des LR. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron est en bise-bise avec les LR. Ça, il ne faut jamais l'occulter. Donc, moi. Donc, les Républicains, un parti de droite qui s'est effondré à cette élection avec le résultat de Valérie Pécresse. Non, ce parti politique ne s'est pas effondré. Et il a été siphonné par Emmanuel Macron. Ce n'est pas la même chose. Et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'il a pris autant de positions fermes à l'endroit des Français de confession musulmane par le biais de ses ministres, c'était pour plaire à cette droite. Et il ne voulait pas plaire à la droite identitaire de Marine Le Pen. Il voulait plaire à la droite identitaire des LR, les Éric Ciotti, les Wauquiez et toute cette clique. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Voter pour Emmanuel Macron, c'est voter pour ça aussi. Et à un moment donné, nous devons assumer nos responsabilités. Je ne suis pas là pour être aimé. Je suis un révolutionnaire qui œuvre depuis 5 ans sur le territoire national. Et moi, j'ai gagné face au ministre de l'Intérieur, j'ai oublié son nom, c'était l'ancien maire de Lyon. J'ai oublié son nom. J'ai gagné face à lui. Donc moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, nous avons le devoir, nous, jeunes de quartier, jeunes de cité, de marteler le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce régime républicain qui nous offense, qui nous méprise, qui nous regarde de haut. D'accord, donc l'abstention comme signal de mécontentement politique. Simple. Pourquoi ? Et juste pour finir, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on arrête de culpabiliser les personnes par rapport au fait qu'ils ne vont pas aller voter et contrer l'extrême droite. Là, on est dans une droite identitaire. Et cette droite identitaire, comme on a pu le dire aujourd'hui, elle est au pied de nos blocs, elle est au pied de nos immeubles, elle est au pied de nos villages. Pourquoi ? Car on n'a pas su répondre aux réelles problématiques. Car la problématique n'est pas politique. C'est l'administration d'État qui n'est pas adaptée aujourd'hui aux volontés de la population. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire bouger les choses ? Eh bien, parler des vrais sujets qui concernent les Français. Les Français, j'ai vu finir sur cela. Tout à l'heure, j'entendais dire comme quoi on pourrait contrer la politique d'Emmanuel Macron, ou du moins son projet liberticide, via les législatives. Eh bien, malheureusement, beaucoup de personnes parlent de cela sans connaître comment fonctionne le régime républicain de la Ve République. Car, qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon ? C'est qu'il y a une jeune fille qui veut être investie au législatif par la France insoumise, elle ne le peut pas. Car au sein de la France insoumise, il y a toujours les jeux des partis politiques traditionnels. Je donne de l'investiture à des personnes que je connais, que j'aime bien, en gros le clientélisme. Et c'est ça le vrai problème. Qu'aujourd'hui, si on n'a pas compris que tous ces partis traditionnels se jouent de notre colère afin qu'on puisse voter pour eux, mais au final, lorsqu'on arrive dans les moments fatidiques, c'est-à-dire être représenté par des personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain, qui vont vraiment porter la voix de la majorité silencieuse des quartiers et des cités. Mais l'investiture, elle est baisée d'avance, et bien aujourd'hui, ça ramène que des personnes comme moi… Alors justement, c'est la transition, merci Adama Traoré, c'est la transition pour la fin de cette émission. Je vais vous demander un mot de conclusion, chacun et chacune. Finalement, la troisième étape que vous avez abordée chacun et chacune dans vos interventions, Houria Boutelja parlait des élections législatives, c'est-à-dire d'avoir une vision d'ensemble politique dans ce vote barrage qui doit s'inscrire dans une vision politique à long terme. Marwan Mohamed aussi l'a expliqué, Adama Traoré aussi. Donc finalement, l'engagement politique des citoyens dans ce pays doit cesser, si je comprends bien, de se cantonner à l'aspect électoraliste du système. Mais comment aujourd'hui fait-on pour mobiliser des citoyens qui sont aussi fragilisés ? On n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission, on en a un peu parlé, mais la violence des politiques libérales qui produisent de la pauvreté, de la paupérisation, de la fragilité, donc de l'exclusion sociale, qui se traduit ensuite sur une absence politique aussi. Donc, comment fait-on aujourd'hui pour convaincre des citoyens qui soient issus des quartiers, qui soient issus de confession musulmane, de s'engager politiquement chaque jour pour anticiper finalement les développements politiques qui sont subis à chaque élection. Donc, un mot de synthèse, s'il vous plaît. Houria Boutelja. Je voudrais d'abord revenir sur un angle mort de la proposition d'Adama, c'est que, bien entendu, et qu'il a parfaitement raison sur ce qu'est Emmanuel Macron, et je pense que ni moi ni Marwan Mohamed, on a dit le contraire sur ce qu'est Emmanuel Macron, dont j'ai dit que c'était un président fascisant. Donc, je veux dire, les mots sont forts. Il n'y a pas de manque de lucidité sur ce qu'il est. En revanche, l'angle mort de la proposition d'Adama, c'est qu'il n'y a pas d'organisation des quartiers.
Il n'y a pas de force populaire des quartiers. Il n'y a pas de possibilité d'autodéfense des quartiers. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'il faut assumer quand on dit on s'en fout, et je comprends. Moi, je comprends qu'on dise qu'on s'en fout et je comprends que presque on ne fasse plus la différence. Je dis juste qu'il faut faire avec les forces telles qu'elles existent et pas telles qu'on les imagine. Bien sûr qu'il y a des forces vives dans les quartiers, mais pour autant, elles ne se cristallisent pas dans une force organisée, politique, à l'échelle du pays. Et elle n'a même pas ses relais à l'extérieur. On est isolé, on est émietté, on est précaire, on est face à une adversité absolument redoutable. On ne fait rien, on a beau dire, on s'en fout, je veux dire, on ne fait rien si l'armée est à nos portes. On n'a pas su se mobiliser contre la loi séparatisme. Qui est une loi qui a été votée. Je veux dire, on aurait pu se mobiliser. Les quartiers, s'ils existaient, s'il y avait une existence politique, ils se seraient mobilisés contre cette loi. Or, elle est passée. C'est une des lois les plus discriminantes. C'est une loi d'apartheid. Elle a été votée. Ce que je veux dire, c'est que pour faire une politique de l'autonomie, de l'indépendance, etc., encore faut-il en avoir les moyens. C'est la raison pour laquelle, très modestement, mais alors le plus modestement possible, on est bien obligé simplement de compter nos forces. Aujourd'hui, je dis que nos forces aujourd'hui, c'est malheureusement, on ne peut pas dire on va s'appuyer sur les mosquées. On ne va pas s'appuyer sur les institutions dont on sait qu'elles sont inféodées. On sait aussi que le clientélisme est la règle dans les quartiers. Ça veut dire que tous les acteurs associatifs qui ont plus ou moins un filet à la patte, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils sont neutralisés par le pouvoir de l'État et du pouvoir à tous les échelons. On est démunis. Face à ça, eh bien, il me semble qu'il faut juste être le plus pragmatique possible. Être pragmatique, ça veut dire compter sur ses forces. Et les forces qu'on a, dont je connais absolument toutes les limites. Les limites, je sais très bien que le parlementarisme français est un outil entre les mains des classes dirigeantes. Je le sais. Mais il se trouve que c'est un des moyens qu'on a. Donc, malgré tout, il reste deux possibilités. Faire en sorte que l'opposition au Parlement soit la plus forte. Et malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas assez de mobilisation parce que je crois que les gens se sont mobilisés pour Mélenchon, mais pas forcément aux législatives. Je ne pense pas que la mobilisation soit aussi forte. Et la mobilisation de rue qui est la résistance du quotidien, c'est-à-dire dans nos universités, là où on travaille, dans nos syndicats, dans les partis politiques, dans notre propre autonomie. Et ça, j'y tiens. Je pense qu'il faut repenser l'autonomie des quartiers et des postes colonisés. Mais voilà, ça, c'est vraiment la solution la plus cheap, si j'ai envie de dire, mais c'est celle que j'entrevois à notre portée. Merci, Houria Boutelja. Marwan Mohamed, un mot de conclusion, s'il vous plaît. Comment, pour vous, quelle serait la priorité ou comment réussir aujourd'hui à mobiliser politiquement des citoyens français issus des quartiers, issus d'immigration, de confession musulmane, pour un engagement politique du quotidien structurel, qui ne se cantonne pas justement à la participation électorale. Donc, Houria Boutelja a mis en exergue toutes les problématiques, toutes les limites de ces engagements-là aujourd'hui. Pour vous, voilà, quelle serait la priorité? Qu'est-ce qui pourrait être fait finalement dans ce cadre-là? Alors déjà, effectivement, d'élargir le scope temporel au-delà de l'immédiat, en fait, de ce qui se joue dans les jours et les quelques semaines qui viennent. Mais si on veut avoir un minimum, un futur politique dans les 5 années qui viennent, si on veut avoir cette possibilité d'avoir une espèce de réveil citoyen, d'avoir une implication collective, y compris au sein des quartiers populaires, encore faut-il que ce chemin-là soit ouvert. Et il ne sera pas forcément ouvert si c'est Marine Le Pen qui est au pouvoir dans 10 jours. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête pour avoir ne serait-ce qu'un peu de jeu, un peu de possibilités, pour avoir le temps justement de prendre cette conscience-là et d'avoir cette planification et cette mise en œuvre de ce travail-là. Encore faut-il qu'il y ait cette possibilité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, marcher sur ses 2 jambes politiquement. Et ça veut dire d'un côté le fond, comprendre les questions sociétales, les questions économiques, les questions sociales, les questions géopolitiques, et donc se former, s'éduquer, vraiment s'ouvrir les yeux au-delà de ce qui nous touche le plus personnellement et le plus intimement. Et 2, ça, Houria, merci de me l'avoir rappelé tout à l'heure, tout le pan qui n'est pas uniquement dans la symbolique,
mais qui portent un discours inspirant, motivant, qui donne de l'espoir, qui donne de la dignité, qui restaure un minimum d'humanité chez les gens et qui fait peuple à un moment donné, qui lie les gens à travers des mots simples, ce n'est pas une dimension à évacuer. Et ça aussi, on a besoin de l'entendre et on a besoin de se le dire. Peut-être que, en fait, cette situation d'adversité des dernières années fait qu'on est devenu dur, en fait. On s'attache moins à ces moments de célébration de soi, à ces moments de respect les uns pour les autres, à ces moments de reconnaissance de nos dignités les unes et les uns des autres, point où ça nous rend dur et on se concentre juste sur autorisé, interdit, permission, blocage, possibilité ou impossibilité des situations. Donc se construire, ça c'est au niveau vraiment individuel, et puis il y a des temps en fait. Il y a ce temps législatif qui vient après, il y a les temps des élections suivantes, il y a les temps des organisations de terrain, et ça se passe au quotidien dans les universités, dans les associations, dans les quartiers populaires, dans les entreprises aussi, pour les syndicats et ainsi de suite. Mais ça ne sera possible que si véritablement on sort de cette situation, qui n'est pas une situation feignante, mais qui, au bout du compte, est le mode par défaut du citoyen lambda, à savoir de se dire « Ah, il se passe quelque chose tous les 5 ans, allume la télé, ouvre peut-être un journal, viens, on a quelques discussions et rendez-vous dans 5 ans. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est rendez-vous demain, et après-demain, et après-demain, et après-demain. Voilà. Dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, juste pour dire un mot pour nos frères et sœurs qui ont passé les dernières années à tenir bon. Les gens qui gèrent et qui travaillent dans des mosquées et qui ont essayé de maintenir un semblant d'intégrité quand d'autres, en fait, vendaient la dignité de leurs frères et sœurs juste pour être invités par un maire, par un préfet, par un député ou par un ministre. Eux, là, c'est mes super-héros, en fait. Les pères, les mères de famille, les jeunes qui font des distributions de repas, les frères et sœurs qui essaient de tenir bon et de se filer des coups de main, qui ne se posent pas la question de savoir comment on va faire, mais qui font juste un acte de bien au quotidien, vous là, vous êtes mes super-héros. Et quelque part, en fait, cette implication, cette participation citoyenne, politique, vous l'avez définie avec vos propres termes sans nécessairement qu'elle ait un débouché électoral. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il y a des situations où elle a effectivement un débouché électoral et qu'il faut le faire à ces moments-là de manière vraiment décisive et très forte. Et l'exemple de ça, je ne sais pas, vous avez observé pendant les dernières municipales, pendant les dernières législatives, le fait qu'il y avait une émergence de nouvelles candidatures avec des profils qui ne rentrent plus dans des cases, en fait, qui ne sont plus obligés de nier leurs convictions, qui sont plus obligés de planquer leur foi pour être en situation éligible, qui sont plus obligés d'essayer de se retrouver avec une étiquette politique classique pour avoir un discours qui est politique par ailleurs et qui est performant par ailleurs, qui est convaincant et par ailleurs. Voilà, c'est ça l'expérience sociale, citoyenne et politique que je propose de mener dans les années qui viennent. Merci Marwan Mohamed. Adama Traoré, un mot très court s'il vous plaît. Vous avez déjà abordé un certain nombre d'actions concrètes sur le terrain, d'actions politiques qui ne se cantonnent pas aux élections. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter ce que vous avez déjà dit? Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait concrètement, de manière pratique, pour restaurer ou réactiver un engagement politique authentique qui ne soit pas juste quelque chose de passif tous les 5 ans de manière électorale? Et ce sera le mot de la fin. Pour rejoindre Auria et Marwan, l'idée, l'objectif, c'est de sortir déjà de la tutelle des partis traditionnels, de gauche comme de droite, créer un réel pouvoir ascendant qui part de la base, sortir de tout ce qui est projet identitaire et être vraiment dans le collectif, français à part entière. Français n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, n'a pas de confession, n'a pas d'identité de genre, n'a pas d'orientation sexuelle et n'a pas de zone géographique. On doit faire que un et indivisible. Pour cela, il faut qu'on puisse créer nos propres institutions, créer une force financière qui va nous ramener une force de communication, avoir nos propres institutions avec nos propres fonctionnaires, imposer nos idées avec une réelle réforme constitutionnelle de l'article 27 afin d'imposer le mandat impératif qui fera que tous les élus devront rendre des comptes devant la population, mais surtout réformer l'article 69 afin que le Conseil économique, social et environnemental ne soit plus décisionnel, mais exécutif, qui a un réel pouvoir et qui soit vraiment adapté à la population dite la majorité silencieuse. Pourquoi? Car là, à ce jour, on a les corps intermédiaires qui sont les syndicalistes, les entrepreneurs et les associatifs qui sont nommés et au final prennent une certaine somme sans réellement remonter les problématiques qu'on peut avoir dans nos quartiers et dans nos cités. En gros, il y a des choses à faire. En gros, on a les moyens de faire bouger les choses dans nos quartiers et dans nos cités. Mais pour cela, il faut qu'on pense à nous et que pour nous. Il faut qu'on arrête
de vouloir être les amis des personnes qui nous ont fait du mal pendant de nombreuses années. Et pour finir, comme l'a dit Ourodia, elle n'a pas tort. Bien sûr, il faut qu'on s'organise. Bien sûr, il faut qu'on fasse que indivisible. Mais pour cela, ma sœur, faut qu'on arrête, nous, de se diviser avec des histoires de pipi-de-chat qui ralentissent la lutte sociale dans nos quartiers et dans nos cités. Et pour finir, je m'en arrête là. Et pour finir, on a une force dans nos quartiers. Mais il faut vraiment qu'on ramène de l'amour dans nos discours, de l'amour dans nos luttes. Car parfois, on dit des choses, on fait des choses, mais de la manière qu'on le fait, on fait reculer nos propres frères et nos sœurs qui ont envie de lutter sur le terrain. Et moi, je suis le premier fautif. Hein. Je ne suis pas non plus exemple de tout reproche. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment redéfinir comment lutter pour attirer nos frères et nos sœurs à venir sur le terrain. Et pour finir, ça, je m'arrête là. Nous, on se trompe de cible. Et donc, moi, comme tu l'as si bien dit, je lutte au quotidien sur le terrain. Qui est ma force? C'est nos parents. Crois-moi, nos parents, on va dire entre guillemets, de 40 à 65 ans, sont plus politisés que les gens de ma génération et en dessous. Et eux, on les oublie, on les occulte. On a nos parents qui sont à la retraite. On a nos parents qui ont envie de donner. Moi, je vois que toutes les luttes que je mène, la plupart, la moyenne d'âge, c'est 55 ans. Et bien, ça, eux, il faut aller s'adresser. Mais voilà, vu qu'ils ne sont pas jeunes, vu qu'ils ne parlent pas français correctement, vu que, voilà, peut-être, je ne sais pas, on est colonisés indirectement et nous-mêmes, on les juge avant de les tirer, à mener la lutte avec nous et à nos côtés. Très bien. Donc là, mettre plus d'amour dans nos discours, ne pas oublier les parents, source d'inspiration. C'est par ces beaux mots que se termine cette émission qui était consacrée donc au deuxième tour de l'élection présidentielle et aussi un regard sur le premier tour. Y ont participé avec nous Ouria Boutelja, Marwan Mohamed et Adama Traoré. Merci à vous tous et vous toutes d'y avoir participé. Hein. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizzen TV. Merci.